Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Les imaginaires de nos villes du futur ont changé. Les voitures volantes ont laissé la place aux voies cyclables, les grands gratte-ciel aux tiers-lieux écologiques et sociaux et le béton gris aux espaces verts et autres jardins partagés. Mais le futur reste à venir et les transformations des villes ne s'arrêtent pas là. Comment ouvrir les espaces urbains à tous les âges, permettre aux minorités de genre de se sentir bienvenues par défaut, ou encore accueillir et adapter les villes au handicap et à la neurodiversité? Le mot d'ordre des villes de demain, l'inclusivité. Et avec nous en plateau pour cette émission, nous recevons Sophie Herbart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse en urbanisme et aménagement et directrice du City Design Lab de l'école de design de Nantes-Atlantique. Alors, le City Design Lab, c'est un laboratoire de recherche sur le design urbain qui forme les étudiants et explore les transitions écologiques et sociales des territoires et des villes. Je ne me trompe pas? Tout à fait, c'est exact. On forme des designers d'espace, principalement au City Design Lab. D'ailleurs, l'école de design a 5 labs de recherche comme le City et une approche plutôt thématique en master. Voilà, donc nous, côté City, on forme principalement des designers d'espace, donc architectes d'intérieur, des designers d'espace public, des scénographes, également des designers produits, des designers transport et des designers graphiques qui nous rejoignent aussi. Ça permet de composer des équipes pluridisciplinaires dans des champs de design assez variés et de répondre à des enjeux relatifs aux villes et aux territoires, exactement. Des enjeux qu'on va aborder ensemble dans cette émission. Nous sommes également partis d'ailleurs en reportage lors d'une marche sensible avec l'équipe de chercheuses d'Autis sans cité, un projet financé par l'ANR, l'Agence nationale de recherche sur l'inclusion des personnes autistes dans la ville. Et nous entendrons à ce titre Marie Pierron, chercheuse en neurosciences, Manon Toutain, postdoctorante en éthologie, et Emma Desvalois, directrice de Campus Urbain, lors d'une de ces marches qui s'est déroulée en avril dernier à Grandchamp-les-Fontaines, au nord de Nantes. Julie, bénévole au Labo des Savoirs, s'est plongée, elle, dans le livre « Discrimination dans la ville, sexisme, racisme et LGBT-phobie dans l'espace public » qui a été publié en 2023 par 2 chercheurs et chercheuses en sociologie, Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn. Elle développera pour nous les principaux éléments du livre et apportera son point de vue. Le constat est saisissant. Et enfin, sachez que si le sujet de l'urbanisme vous intéresse, Julie était justement à la tête d'une émission du Labo des Savoirs qui s'appelle Fabrique de la ville et santé mentale. Elle a été diffusée en décembre 2023, mais grâce à la magie d'Internet, elle est encore disponible sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à aller l'écouter. Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Alors, penser la ville de demain, c'est d'abord savoir pour qui elle est faite aujourd'hui. Depuis 2010, plusieurs travaux ont démontré que l'utilisation de l'espace public par les hommes et les femmes n'était pas le même. Dans le document Agir en faveur d'un espace public égalitaire, publié par le Conseil économique et social et environnemental en février 2020, on apprend ainsi, sans surprise, que les hommes apparaissent comme les usagers majoritaires de l'espace public pour les places, les rues, les terrasses de bars, les parcs, etc. Ils l'occupent de manière stationnaire ou à des fins de loisirs, là où les femmes, généralement exclues de ces espaces, les arpentent à des fins utilitaires, de déplacement, souvent liées au travail, aux tâches domestiques et familiales. Alors Sophie Herbart, vous êtes, je le rappelle, enseignante-chercheuse en urbanisme, aménagement, directrice du City Design Lab de Nantes. Comment le City Design Lab peut s'inscrire dans une recherche d'une ville de demain plus inclusive? C'est quoi l'approche principale? Alors, avant de répondre peut-être à cette question plus directement, il est nécessaire aussi d'expliquer comment on appréhende et comment on traite finalement les enjeux des villes et des territoires au sein du lab et à l'école de design en particulier, puisque l'école de design Nantes-Atlantique a pris le parti de faire travailler, de faire aussi communiquer la recherche, la pédagogie et l'innovation, ce qui est un parti pris assez fort qui permet de faire émerger des questions par la recherche, de concevoir et proposer des pistes créatives ou des
pistes et des concepts qui permettent de répondre à ces enjeux-là avec des partenaires privés, avec des institutionnels, avec des collectivités territoriales, avec des associations. Donc là, on mobilise les étudiants qu'on forme avec une équipe pédagogique et un encadrement assuré par des enseignants-chercheurs en sociologie, des designers, des architectes, des paysagistes. Et ces pistes créatives, ces concepts permettent finalement de faire émerger l'innovation ou les innovations. Ces innovations à nouveau qui sont versées dans la recherche. Donc au niveau master en particulier, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et sur la question et les enjeux de la ville inclusive, on a travaillé en particulier avec Nantes Métropole. Nantes Métropole qui conduit une politique assez ambitieuse à l'échelle nationale, voire même à l'échelle internationale, qui vise à s'assurer d'une ville non sexiste. Ça a été un des engagements de notre maire, Johanna Roland, une ville non sexiste à l'horizon 2030. Alors ça semble être assez idéaliste, effectivement. C'est demain, 2030. C'est demain, 2030, c'est presque aujourd'hui même. Mais ça permet d'expérimenter, ça permet de conduire des recherches spécifiques sur cette question, qui est une vraie question, comme vous le soulevez, le partage et finalement l'appropriation de l'espace public par toutes et tous. Au City Design Lab, on a eu un projet en particulier sur les activités sportives avec Nantes Métropole, donc je le disais, qui nous a permis de nous interroger sur un site en particulier, qui est le skatepark de Vincent Gache, qui a une position assez centrale. Il est près du CHU, au niveau de la Loire, pour les Nantais. Exactement. Près du pont du tram qui arrive justement à l'arrêt Vincent Gache. Et on le voit souvent du tram, il y a beaucoup d'hommes souvent dedans. Exactement. Et c'est vrai que comme vous le rappelez, c'est un nœud de communication. On est sur les berges de la Loire. Un skatepark, il y a aussi des agrès de gymnastique. Alors, vous l'avez souligné, on est dans des pratiques sportives qui sont plutôt masculines. Les agrès de gymnastique, les recherches en sociologie en particulier, nous montrent que c'est à 90% des hommes qui en font usage. Et c'est intimidant quand on passe à côté d'ailleurs. C'est intimidant et le design permet justement d'aller observer ces usages, de prendre le temps de questionner les habitants, les usagers sur le site, mais autour du site également, les habitants. Et ce qui a pu être constaté sur le site de Vincent Gache en particulier, c'est que on a d'une part une guinguette qui finalement donne le sentiment aux usagers du site d'être un petit peu observés. Alors on est dans les ressentis, on n'est pas dans les éléments objectifs. On peut parler aussi d'éléments d'objectifs, des aménagements sanitaires par exemple, mais là on est vraiment dans le ressenti. On a également des tags sur ce site qui peuvent donner aussi un sentiment d'insécurité. On a un site qui est perçu également, alors ça a été une surprise, un peu comme privatisé. Tout le monde ne pourrait pas s'y rendre. Exactement, ce qui amène à considérer que ce n'est pas un espace public. Or, c'est bien un espace public. Et évidemment, la présence principalement d'hommes sur le site, de jeunes hommes. Tout ça a conduit à réfléchir à la fois des aménagements, parce qu'on a des propositions d'aménagement, comme je le disais, l'installation de sanitaires, ça permet de faire venir d'autres publics. Alors, la question aussi, et l'enjeu pour nous, c'est de répondre de manière non binaire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de dire, les femmes, vous n'avez qu'à pratiquer le skateboard ou faire de la gymnastique, comme ces hommes sur site. C'est aussi de faire venir peut-être d'autres publics, comme des familles. On a pourtant un espace qui est dédié aux enfants en dessous de la guinguette et qui pourtant est très peu utilisé. Donc, installer des sanitaires, par exemple, ça peut faire venir aussi d'autres publics. Ça, c'est une des pistes de solution pour ouvrir ce milieu, donc qui est réservé, on l'a dit, aux jeunes hommes, qui peut paraître inquiétant, intimidant quand on passe devant et qu'on ne se sent pas d'aller faire du skate, qu'on n'est pas forcément un homme ou jeune. Et donc, mettre des sanitaires, par exemple, c'est une des solutions que vos étudiants ont pu proposer ? Alors, c'est une des solutions. Il y en a eu d'autres qui sont là aussi plus sensibles, je dirais, et plus complexes, parce que c'est bien l'objectif aussi du design, de pouvoir rendre lisible, visible, compréhensible des enjeux très complexes.
Les étudiants ont également réfléchi à l'idée d'un parcours, et c'est d'ailleurs le parti pris de la Samoa aussi dans le secteur, de travailler sur les parcours, les itinéraires, en particulier la signalétique qui peut valoriser des parcours. Il y a une voie le long des berges qui pourrait être aussi consacrée par exemple à l'art, par exemple, ou peut-être d'autres usages qui permettraient de faire venir là aussi d'autres publics. Donc les étudiants ont aussi répondu à cette question en proposant de réfléchir aux itinéraires, au parcours. Ce serait créer une balade, par exemple, autour de ce lieu, où là, on se sentirait plus à l'aise en tant que femme, famille, enfant, plus âgé, d'y aller également. On serait invité pour aller voir, par exemple, des œuvres d'art, c'est ça? Exactement, et puis aussi de quelque part rendre un peu mixte les usages sur le site, de permettre les passages, puisqu'il y a les usages sur site, mais il y a également voilà, les passages, la notion de balade, comme vous le soulignez, et de rappeler par ces itinéraires que la ville appartient à toutes et tous. Vous l'avez dit, il ne faut pas avoir une réponse binaire, dire aux femmes vous avez qu'à faire du skate ou aux hommes libérer le lieu. Il faut donc plutôt ouvrir, et c'est ce que vous dites, hein, des designs urbains, des aménagements qui permettraient de rendre des lieux plus inclusifs plutôt que de faire d'autres lieux à côté, c'est ça? Oui, c'est ça, et puis travailler aussi sur les ambiances, parce que grâce au design, on permet aussi de questionner la réception, ce qu'on appelle voilà, la réception des lieux, comment on les aborde, comment on les ressent, et de rendre cette partie sensible visible et de l'inclure aussi dans les aménagements. Donc voilà, il s'agit de traiter ces enjeux complexes finalement par des concepts aussi complexes, voilà, qui rendent cette complexité visible. Un des travaux de vos étudiants sur le terrain est donc de poser des questions pour saisir un petit peu ces ambiances. Voilà, tout à fait. En particulier en master, c'est ce qu'on travaille, c'est la méthode d'enquête. Les étudiants vont faire des observations, on conduise des interviews, des entretiens aussi, avec à la fois, je le disais, des habitants, des usagers, mais également des institutionnels, puisque là, il s'agit aussi de réfléchir en termes de design de politique publique. On est sur du design d'espace, mais aussi du design de politique publique. Comment orienter, Large. comment faire atterrir aussi quelque part un engagement comme celui de Nantes Métropole. Vous avez parlé d'enquêtes, c'est justement parfois des enquêtes qui donnent des livres. Julie s'est penchée sur le cas des minorités de genre et propose une fiche de lecture rapide du travail de 2 sociologues. On l'écoute. Pour l'émission du jour, j'ai emprunté à la médiathèque l'ouvrage Discrimination dans la ville, sexisme, racisme et LGBT-phobie dans l'espace public, publié en 2023 par 2 chercheurs et chercheuses en sociologie, Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn. Arnaud Alessandrin est docteur en sociologie et spécialisé dans l'étude du genre et des discriminations. Johanna Dagorn est docteur en sciences humaines et sociales, spécialisée sur les violences sexistes. Car quand on pense ville accessible ou inclusive, la plupart du temps, on pense aux personnes à mobilité réduite et ou en situation de handicap moteur ou psychique. Ce que l'on peut oublier, c'est que la ville ne nous apparaît pas de la même manière selon notre genre, notre identité sexuelle, notre apparence physique ou notre couleur de peau. Les sociologues ont donc étudié le vécu des personnes victimes de discrimination en interrogeant leurs sentiments de discrimination. Selon les chercheuses, le sujet est d'autant plus difficile à mesurer que les sentiments perçus sont ambivalents. Parfois, on se remet en question, on doute de ce que l'on a vu ou entendu, et les situations sont tellement répétitives qu'on en finit par les banaliser. Elles passent ensuite sous les radars. C'est le côté pervers des problèmes systémiques, tellement présents qu'à force, on ne les voit plus. Cet ouvrage, Discrimination dans la ville, parle de plusieurs enquêtes menées entre 2014 et 2020 dans plusieurs villes françaises. Au total, ce sont un peu plus de 20 000 personnes qui ont été interrogées. Pour ce qui est du sentiment de discrimination des femmes, les enquêtes montrent que la moitié des personnes victimes ont subi des propos ou des gestes injurieux entre 2 et 5 fois pendant l'année écoulée. Un tiers des victimes, plus de 5 fois en un an, et ce chiffre monte même jusqu'à 65% pour les femmes grosses ou obèses. Mais donc quoi on parle ici ? On parle de regards insistants, de présence envahissante, de sifflements. Ça va jusqu'à des contacts physiques non souhaités, des insultes, des menaces, voire de la masturbation. C'est très réjouissant. Pour les personnes racisées, en plus des discriminations liées au genre, elles sont aussi victimes de discriminations spécifiques. 36% se disent être victimes de racisme à l'embauche et 8% être victimes de racisme dans les services publics, comme la gendarmerie ou la police.
De leur côté, les personnes LGBT sont elles aussi victimes de discrimination dans les services publics. Une personne sur 5 se sent discriminée, notamment dans les services scolaires ou universitaires et dans les services de santé. À chaque fois, les enquêtes posent des questions sur la présence d'autres personnes qui sont témoins des discriminations subies. Concernant le sexisme, dans 88% des cas, les témoins restent immobiles et ne font rien. Et ils agissent dans 5% des cas seulement, mais en participant aux discriminations. Super. Côté racisme, c'est à peu près la même chose. Peu agissent et 7% participent aux discriminations, d'autant plus si c'est une femme et qu'elle est voilée. Vive le cumul. Le pire est lorsque l'on regarde les réponses de personnes victimes de LGBT-phobie. La grande majorité des témoins ne fait rien, ça ne change pas, c'est une constante. Mais cette fois, entre 11 et 38% des témoins participent à l'agression, c'est vraiment énorme. En dehors de ces constats déprimants, ces discriminations quotidiennes ont des impacts sur les comportements des personnes victimes, qui adoptent de nouvelles stratégies pour utiliser la ville et ses services. Par exemple, se déplacer avec des écouteurs pour éviter qu'on nous parle, faire attention à ses vêtements, sortir en groupe, éviter certains endroits. Presque une femme sur 2 limite ses déplacements de peur de sexisme, et ce chiffre monte jusqu'à 68% pour les femmes grosses ou obèses. Pire, face aux discriminations, certaines personnes vont même jusqu'à arrêter la pratique de certaines activités ou loisirs, voire même stopper des démarches administratives ou de santé. C'est notamment le cas des personnes LGBT. Il arrive même que certaines personnes quittent leurs emplois ou le perdent, que d'autres arrêtent leur parcours scolaire ou universitaire, ou perdent des amis et des relations. Au-delà des conséquences psychologiques, ce sont donc, je cite Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn, des coupures géographiques, relationnelles et citoyennes. Fin de citation. Il faut donc y apporter des réponses par des politiques publiques adaptées, et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics doivent se saisir de ce sujet. Ce n'est pas juste des discriminations en l'air, elles ont de nombreux effets collatéraux. Petit bémol suite à ma lecture. Dans mon ouvrage, Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn ne font pas mention de leviers ou de changements en termes de politique publique pour imaginer des villes plus inclusives. À nous d'être imaginatifs. Merci Julie pour cette chronique. Alors je me tourne vers vous, Sophie Herbert. Nous sommes de retour en studio. On parle de justement c'est l'urbanisme et l'architecture. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que cette ville soit plus inclusive ? Est-ce que concernant ce que vient de nous présenter Julie, ces chiffres, ces discriminations, ce racisme, il y aurait des choses à faire dans le mobilier urbain ou dans les politiques publiques ? Est-ce que c'est un des moyens d'action ? Alors c'est vrai que ces chiffres sont édifiants, et puis pour rester sur les pratiques sportives, donc on a questionné pas mal à l'échelle du City Design Lab. On sait que 55% des femmes renoncent à sortir, à faire des activités seules, selon une étude du Haut Conseil à l'égalité. Donc il s'agit effectivement de travailler sur ces aménagements à la fois, je donnais quelques exemples, mais en termes de design d'espace, mais également sur les ambiances. D'inclure également, on a commencé à le mentionner, les enfants aussi davantage, puisque l'inclusivité, c'est aussi pouvoir rendre accessible la ville aux enfants. On sait aujourd'hui, et en particulier depuis les années 50, que la capacité d'autonomie des enfants s'est largement réduite ces dernières décennies en ville. On le sait grâce à des études qui ont été conduites par des sociologues au Royaume-Uni, à Bordeaux aussi, par l'Observatoire des mobilités et des rythmes de vie en particulier. On sait que dans les années 50, l'autonomie des enfants autour de leur domicile était de 4 km. Dans les années 90, cette superficie, cette distance a été réduite à 400 mètres, et aujourd'hui, on est presque à 0. Donc, il s'agit également de travailler sur l'inclusivité des enfants. Voilà, c'est là aussi un sujet on a traité, et en particulier aussi les activités sportives. Vous me direz, on est un peu spécialisé là-dedans, au travers du design actif sur l'île de Nantes, avec la Samoa, avec Nantes Université, qui a lancé un appel à projet sur la mise en œuvre de dispositifs d'installation de design actif, c'est-à-dire qui favorise, qui incite à pratiquer des activités physiques dans l'espace public. Et là, on a des dispositifs très low-tech
notamment des modules qu'on peut installer, du mobilier dans une dimension de sobriété aussi, des aplats de peinture qui permettent aussi de figurer certaines zones, d'inclure aussi et d'assurer une dimension ludique là-dedans, et au travers d'un enjeu de santé, en particulier santé physique, mais aussi mentale, parce que de favoriser des activités physiques de manière collective dans l'espace public, c'est aussi lutter contre l'isolement social, qui est une grande problématique aujourd'hui des étudiants aussi, en France en particulier, à l'international. Et on sait que l'isolement social va avoir un impact sur la santé physique. En particulier, si on réduit l'isolement social, on travaille sur le collectif, on réduit le risque de maladies cardiovasculaires de plus de 30%, selon les études aussi scientifiques. Donc au travers du design, de la politique publique, des espaces, on permet de traiter des enjeux assez importants. Des enjeux de santé, donc ouvrir la ville aux enfants, aux personnes isolées, aux étudiants, ça permettrait déjà d'avoir une société plus saine, mais aussi des individus plus sains. Vous avez parlé des design actifs, je reviens d'abord sur les enfants, puisque dans un document de 2021 intitulé « Les enfants dans l'espace public » de l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine, il est écrit, je cite, « Penser les espaces publics par le biais des enfants met ainsi en exergue les problématiques qui touchent aussi toutes les catégories de population, notamment celles dites les plus sensibles, les femmes, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, etc. » Il s'agit donc de concevoir des espaces urbains inclusifs et bénéfiques pour tous. Donc si on pense la ville à hauteur d'enfant, si on pense la ville plus inclusive pour les femmes, en fait, on la pense pour tout le monde. Vous avez parlé de design actif pour rendre la ville plus active, de peinture au sol. On voit parfois des rues avec effectivement des sols peints qui ont l'air d'être plus ouverts aux enfants qui pourraient jouer. On voit parfois des mobiliers urbains un peu plus fun, avec des doubles bancs qui ouvrent à la conversation, qui permettent d'imaginer des familles se poser. Est-ce que c'est ça le design actif? C'est rendre les espaces attractifs pour tous et toutes, pour toutes les tranches d'âge, pour toutes les familles, pour tous les genres? Exactement, et c'est le parti pris audacieux de la Samoa, qui est l'aménageur de l'île de Nantes, de Nantes Métropole en particulier aussi. Il s'agit, grâce à des moyens assez sobres, assez ludiques, qui permettent de mobiliser aussi beaucoup de professionnels, dont les designers, de favoriser, oui, c'est ça, ces usages, ces envies, et de rendre encore une fois l'espace public plus attractif, comme vous l'avez dit. On n'est pas dans des aménagements qui coûtent une fortune, on n'est pas dans détruire tout plein de trottoirs, refaire toute une organisation. C'est, vous l'avez dit, quelque chose d'assez sobre et facile. C'est-à-dire qu'une ville, on va dire, qui n'était pas pensée inclusive, peut, par le design actif et des changements mineurs, devenir plus inclusive? Voilà, c'est un des moyens. En revanche, ça ne nous dispense pas de nous interroger sur le partage des espaces publics, quand on sait qu'en France, en particulier dans les villes françaises, 50 à 70% de l'espace public est dédié à, je vous laisse deviner, la voiture, c'est-à-dire autant pour les déplacements que pour le stationnement. Ça soulève aussi ces questions qui sont là aussi à considérer dans une dimension plus holistique, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir et d'aborder ces questions dans une dimension d'accumulation, c'est-à-dire qu'il y a des arbitrages tout de même à opérer et des usages à questionner, en tout cas de manière à ce que le partage de l'espace public soit le plus égalitaire possible en termes de genre, d'âge et évidemment adapté à tous les usagers. On voit quand même, quand on parle voiture, on imagine donc un espace qui n'est pas forcément accueillant, voire qui peut être dangereux pour les enfants, par exemple. Donc, forcément, le vélo, les pistes cyclables, les espaces verts, tout ça, c'est quelque chose qu'on imagine très bien dans les villes d'aujourd'hui, qui sont les premières choses qui sortent de terre quand on réaménage des lieux. À l'origine, c'était dans nos têtes, en tout cas pour la mienne, un moyen d'adapter la ville au changement climatique. Et en réalité, une ville adaptée au changement climatique, avec plus d'arbres, plus de pistes cyclables, plus de parcs, c'est aussi une ville adaptée à son public, à une meilleure inclusion. Donc c'est génial, il y a une convergence des luttes.
Oui, en principe, tout à fait. C'est vrai qu'on converge vers des éléments qui nous permettent de travailler sur les services écosystémiques, en fait, hein, globalement. Donc les Maintenant, services rendus par les écosystèmes ou les arbres, par voilà, exemple. par la nature, en particulier aussi les bienfaits qui favorisent évidemment le bien-être, mais aussi la qualité de l'air. Par la végétalisation, c'est vrai, on permet de traiter des enjeux écologiques et sociaux. Maintenant, c'est pas sans causer certaines frictions, puisque là aussi, partager l'espace public, favoriser les usages dans l'espace public, ça peut générer aussi des nuisances, en tout cas ce qui peut être perçu aussi par des habitants et par des usagers comme des nuisances. Et c'est là aussi où, vous me direz, je défends bien évidemment le design que je représente, mais c'est là où le design a tout son sens, puisque le design, c'est faire avec, on a un rôle d'ensemblier. Il y a ce travail d'enquête, il y a ce travail de mobilisation des acteurs et des parties prenantes d'un sujet qui est fondamental. Questionner les usages, favoriser non seulement la participation, évidemment, ce pourquoi nous sommes connus en tant que designers, mais c'est aussi favoriser la co-construction. Et tout ça, ça demande une méthodologie, des outils, une approche, une acculturation qu'on s'attelle en tout cas à assurer à l'école de design Nantes-Atlantique, de manière à former les designers d'aujourd'hui, de demain, et à considérer aussi les frictions que ces choix peuvent potentiellement aussi générer, ou à les anticiper, et en tout cas dans leur réponse. J'aime pas tellement le terme solution, qui est souvent ce pourquoi on mobilise aussi, mais en tout cas, voilà, des concepts qui permettent de limiter aussi les risques. Ces frictions, est-ce que vous avez des exemples concrets de moments où on se dit que c'est une bonne idée et en fait, concrètement, il y a des frictions, tous les acteurs et les actrices ne sont pas forcément d'accord? Alors notamment, oui, sur certains sites sur lesquels on va favoriser des usages tels que les pratiques sportives et le skateboard, en l'occurrence, puisque ça peut générer des nuisances sonores. Donc ça demande de travailler aussi sur d'autres aspects qui représentent pour nous des challenges, qui représentent des challenges pour les institutions, pour les aménageurs, pour globalement tous les professionnels aussi. C'est de pouvoir travailler sur la gestion peut-être des temps aussi, de pouvoir co-construire des feuilles de route et quelque part aussi s'assurer que chacun peut y trouver sa place et peut-être se mettre d'accord sur des horaires spécifiques. Mais Oui, voilà, donc il y aurait la partie skateboard où là, il peut y avoir du bruit en journée, mais pour les habitants le soir, on se dit que c'est une partie où il y a peut-être le skate est remis de côté et il y a peut-être un événement plus calme. Enfin, ce serait pour mobiliser les usages à des temps différents pour exactement. limiter les frictions. Exactement, c'est ça l'idée. Alors, c'est pas aisé parce que, en tout cas, de la discipline d'où je viens, l'urbanisme, l'aménagement, on a des considérations très figées de l'espace. On a beaucoup de difficultés à imaginer finalement des temps dans la L'espace ville. vivant, Voilà, de pouvoir réfléchir à des formes de coévolution. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas seulement sur la livraison, voilà, de mobilier, de dispositifs, de bâtiments qui soient figés dans le temps, mais qui soient finalement aussi les réceptacles de différents usages à différents moments, avec différents publics, mais ça engage surtout à chercher à collaborer, à coopérer. Ça semble très idéaliste, mais on sait que par cette coopération, elle va être fondamentale, surtout dans le contexte de polycrise et dans le contexte d'incertitude qu'on traverse. Et là aussi, il faut dire, nos partenaires, qu'ils soient privés ou institutionnels, nous sollicitent beaucoup, bien qu'on ne soit pas une agence. Et je rappelle que l'école vise à former des designers, mais voilà, on nous pose des questions finalement très ciblées aussi, en ayant un peu cette idée que par des solutions, là aussi, dans cette approche un petit peu figée, on va réussir à trouver une manière de faire qui va nous assurer dès demain de certains succès. Or, on ne mesure pas nécessairement toutes les coévolutions, les questions de gestion que ça implique, de responsabilité, peut-être aussi de partage des responsabilités quand on est par exemple sur des usages partagés
sur des espaces publics ou dans un bâtiment. Ça implique aussi que les gestionnaires, peut-être, réfléchissent à d'autres manières d'impliquer les usagers sur le long terme. On ne réfléchit pas seulement à un concept, on le livre et puis on s'en va. On anticipe aussi au moment de la conception, le devenir et ses coévolutions, parce que rien n'est figé. Donc elle est au-delà de la livraison du design et peut-être le penser vivant dans la ville avec ses usagers qui, en fonction de l'heure de la journée, du jour de la semaine, ne sont pas les mêmes pour essayer d'avoir une ville un peu plus inclusive. Vous avez parlé tout à l'heure de design actif. Moi, j'ai entendu parler de design fiction. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez aussi? Et surtout, qu'est-ce que c'est? Parce que pour moi, la fiction, c'est quand même loin de la réalité. Et là, on était sur quelque chose d'assez concret. C'est quoi le design fiction? Alors, le design fiction, c'est une des méthodologies qu'on emploie, nous, à l'école en particulier, et que beaucoup de professionnels emploient également. Le design fiction, ça permet de mêler prospective, créativité et design, c'est-à-dire qu'on va se projeter dans des scénarios possibles, futurs, à des horizons plus ou moins lointains. Cet exercice-là, je le rappelle, on va le faire évidemment avec et pour toutes les parties prenantes d'une question autour de laquelle on va être rassemblés. Et on va pouvoir réfléchir finalement à ces situations potentielles futures, mais surtout se positionner aujourd'hui pour éviter, pour faciliter des situations, parce qu'on arbitre aujourd'hui ensemble et on décide ensemble. Donc c'est finalement une méthodologie qui permet de questionner la prise de décision, qu'elle soit unilatérale, qu'elle rassemble plusieurs parties prenantes. Et voilà, c'est surtout un outil qui va permettre de questionner cette prise de décision et les orientations qu'on choisit aujourd'hui pour demain. Plusieurs scénarios, j'imagine aussi des scénarios avec des frictions dont on parlait tout à l'heure, des désaccords, ou peut-être des scénarios avec plus ou moins d'utilisateurs, d'utilisatrices, plus ou moins de degrés, plus ou moins de climat, plus ou moins de... Et donc, vous pouvez essayer de prévoir ce qui pourrait arriver avec un design le plus adapté possible et qui puisse répondre à toutes les problématiques, ce serait ça? C'est ça, en s'appuyant sur les études scientifiques, parce que à l'heure actuelle, il faut rappeler quand même la valeur aussi des études scientifiques. Ça semble être évident, mais c'est important de le rappeler dans le contexte actuel, de s'appuyer sur les études, les enquêtes, l'observation, finalement tous les outils et toutes les méthodes qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, et de se projeter dans des situations futures pour être le plus créatif aussi possible et anticiper ces risques. Donc la ville de demain se construit dès aujourd'hui et on en parle juste après Hymne au soleil de Laurent Barden et Tigre d'eau douce. Et nous revenons en plateau pour parler inclusivité.
écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Hymne au soleil de Laurent Barden et Tigre de Douce et nous sommes de retour en plateau avec Sophie Eberhardt, enseignante, chercheuse et directrice au City Design Lab de l'école de design de Nantes-Atlantique. Alors on l'a dit un petit peu en première partie, le City Design Lab cherche à innover, à trouver ce que sera la ville de demain, la ville du futur. Et vous êtes en contact avec ceux qui font la ville, en tout cas plusieurs partenaires du City Design Lab. Est-ce que ces personnes vous permettent de rendre concret ce qui ressort de vos recherches? Comment ça fonctionne, cette interaction? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je mentionnais le parti pris de l'école qui est très ambitieux et moi, personnellement, qui m'a amené à rejoindre les rangs de l'école. C'est cette approche par la recherche, la pédagogie et l'innovation. Et par là, on entend que chaque question posée par la recherche est posée avec des parties prenantes, c'est-à-dire des entreprises privées, des institutionnels, comme je le disais, des collectivités, des associations. Alors, comment ça fonctionne exactement? C'est-à-dire, on va soit être approché parce qu'on connaît nos activités et on a connu certains projets qui ont été conduits par l'école, ou puisqu'on a une feuille de route à l'école. Et pour chaque lab, on a aussi une feuille de route posée par la recherche, la pédagogie, l'innovation. On traite de problématiques telles que les enjeux de la transition écologique et sociale, en particulier au City Design Lab. Donc ça nous amène aussi à aller faire émerger, faciliter, à permettre de faire émerger des questions et chercher peut-être les partenaires aussi avec lesquels on va pouvoir se poser ces questions. Donc, comment ça fonctionne exactement? On a parfois des terrains en premier, des terrains d'enquête. On a parfois la question. On a parfois les parties prenantes qui n'ont pas forcément la question. Donc, ça peut être très différent en fonction des projets. Mais bien souvent et systématiquement, on arrive assez rapidement à ce qu'on appelle un brief en commun. Dans ce brief, c'est finalement le document qu'on va adresser aux étudiants, que l'équipe pédagogique, les enseignants, chercheurs vont aussi façonner et s'approprier, et qui va être en fait, en somme, le cahier des charges en commun entre les partenaires, les étudiants, l'équipe pédagogique et toutes les autres parties prenantes, citoyens qui sont concernés par le sujet. Donc imaginons, on avait le thème du skatepark tout à l'heure, on a donc ce terrain, le skatepark, ou alors peut-être un partenaire qui se pose des questions sur ce skatepark, ou alors vous, où vous êtes allé, vous vous dites, bon, il y a un souci, il n'y a que des hommes dans cet endroit-là, et donc qu'importe le sens, il y a une grande discussion, cette question, cette problématique, le brief qui ressort est là, vos étudiants se mettent au travail, ils vont sur le terrain, ils posent des questions, ils essaient de savoir le ressenti, l'ambiance, ce qui pourrait changer, et ensuite vous arrivez avec des solutions, mettre des sanitaires, proposer un parcours, ouvrir à d'autres publics. C'est comme ça, c'est ça l'espèce de chronologie? Oui, exactement, c'est ça. Pour vous donner un autre exemple de projet qu'on a conduit, cette fois-ci avec un partenaire privé, un promoteur immobilier en particulier. Ça permet aussi de montrer un peu la diversité des projets. On travaille aussi avec des constructeurs automobiles en particulier pour essayer de réfléchir à la manière de réduire l'impact potentiellement dans la production, dans les usages de l'automobile. Enfin, voilà, on a des partenaires très variés, dont un promoteur immobilier en particulier avec lequel on a travaillé l'année dernière, qui se posait la question de c'est quoi un bâtiment vivant? Et alors là, c'était une question très ambitieuse aussi et tout à fait à propos. C'est exactement là que le designer se situe. C'est pour réfléchir et essayer de faire atterrir des idées comme celle-ci. C'est quoi un bâtiment vivant? Pourquoi c'est intéressant du point de vue de la recherche? C'est qu'on voit que la manière dont on a construit les villes et les bâtiments tout au long du XXe siècle, alors ça va être un petit peu simplifié, mais en somme, c'est ça le résultat, c'est des bâtiments plutôt hermétiques. On est sur des espaces extrêmement fonctionnels et c'est ce que le congrès international et les congrès internationaux de l'architecture moderne en particulier ont fait émerger aussi. C'est cette ville fonctionnelle pour laquelle on a des lieux où on travaille, on a des lieux où on se déplace, on a des lieux où on loge et on a aussi considéré un bâtiment plutôt dans ses dimensions hermétiques en faisant fi quelque part aussi du climat, de la biodiversité.
Cette question nous a semblé pertinente puisqu'elle implique aussi une réflexion sur l'implication, le rôle des habitants potentiellement, parce que concrètement, un bâtiment vivant, c'est un bâtiment qui peut s'adapter à l'évolution du climat, de la météo aussi au quotidien, qui va favoriser des porosités, c'est-à-dire potentiellement l'enveloppe, le bâtiment en soi, et puis même un ensemble de bâtiments peut accueillir la faune, la flore. Ce à quoi, évidemment, on s'est très longtemps opposé, ce qui implique, évidemment, d'aller chercher dans la gestion, dans ces formes de coévolution, des concepts complètement différents qui viennent à l'encontre des pratiques qu'on a favorisées, en particulier au XXe siècle, et qui questionnent même la pratique, les rôles, les fonctions des architectes, des designers, des urbanistes, qui ont été un petit peu moulés, on va dire. Sur ces bâtiments figés en béton qui doivent être hermétiques. Oui, donc là, on réinvente totalement avec cette question les métiers aussi qui sont autour de cette question du bâtiment, puisque il faut qu'il soit poreux, qu'il puisse accueillir la biodiversité, voire des plantes. J'imagine que le design qui correspond n'a rien à voir. Exactement. Et aujourd'hui, il faut pouvoir concevoir aussi des lieux qui permettent de faire tampon en cas d'inondation. C'est un travail très important que de travailler sur la perméabilité des sols. On se réapproprie la question des sols en tant qu'urbaniste, en tant que praticien globalement, même en tant que promoteur immobilier. On réalise qu'on a complètement oublié la question des sols, par exemple. Aujourd'hui, il y a une question politique, notamment avec l'imperméabilisation des sols, le zéro artificialisation nette. On en parle beaucoup. Et alors, on s'éloigne un petit peu de l'inclusion, mais en même temps, ça ouvre à une ville plus verte, plus vertueuse, plus durable. Donc, ces partenaires vous donnent finalement des idées, vous leur donnez des idées, donc c'est un win-win. Voilà, exactement. Enfin, on s'attelle en tout cas à ce que chacun y gagne, en priorité les étudiants conformes, parce que vous l'avez dit à juste titre, on questionne l'évolution de nos pratiques, de nos métiers. Aujourd'hui, on est presque acculé en tant que professionnel, en tant qu'étudiant, en tant que jeune. En tant qu'école, et ça amène effectivement à innover énormément ensemble, parce que le designer ne va pas pouvoir répondre aux enjeux tout seul. D'ailleurs, ça pose la question aussi de la formation, des pratiques, comme je le disais, mais ça amène chacun à reconsidérer son métier. Et là, je vais citer une paysagiste qui s'appelle Sylvanie Gray et qui conduit aujourd'hui la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre urbaine sur l'île de Nantes, qu'on a fait intervenir à l'école, en particulier sur un autre sujet. Je vais essayer de ne pas m'éloigner, mais voilà, la transformation des centres commerciaux, qui est une grande question aussi. Oui, aussi. Et à cette occasion-là, elle nous a dit, voilà, moi, j'estime que je pratique un métier pour lequel j'ai pas ou presque pas été formée. Et j'ai beaucoup reconnu aussi le designer là-dedans. En fait, on est complètement bousculé dans nos convictions, c'est-à-dire le designer qui, à juste titre, se questionne sur les usages des habitants. Aujourd'hui, doit faire aussi shifter ses curseurs sur le vivant, globalement. Comment on peut réfléchir à des co-bénéfices pour les habitants, mais aussi pour le vivant, et comment est-ce qu'on compose avec les autres métiers, puisque l'idée, c'est pas de prendre le métier des autres et surtout pas de faire ce que d'autres professionnels font très bien et ce pourquoi ils sont formés aussi, voilà, les ingénieurs, les urbanistes, les architectes, pour ne citer que, mais comment on peut se positionner, c'est quoi demain ou même aujourd'hui, voilà, vous l'avez aussi rappelé, un designer qui intervient dans le champ de la programmation urbaine. La programmation architecturale, c'est quoi un designer qui peut orienter des outils de planification? C'est pas les champs dans lesquels on attend le designer, parce que voilà, bien souvent, on est aussi appelé pour faire beau, faut quand même le rappeler. On est un peu l'élément en plus pour emballer tout ça et puis faire joli. Là aussi, je le simplifie, mais bon, il y a un petit peu de ça quand même. Toutes ces questions-là que j'évoque, c'est les questions qu'on veut poser au City Design Lab. C'est l'objectif, c'est un des objectifs qui explique aussi l'existence de ces labs. C'est explorer les pratiques d'aujourd'hui, de demain, mais ça ne se fait pas seul. D'où l'intérêt de travailler avec ses partenaires.
Alors, vous avez dit, on nous appelle souvent pour faire beau, mais en fait, le beau, le pratique, c'est important pour plein de raisons. On a déjà évoqué plusieurs depuis le début de cette émission. On va en évoquer une nouvelle. Je vous emmène désormais marcher avec une équipe de scientifiques qui cherchent à comprendre comment mieux adapter la ville, cette espèce d'emballage beau dont on parle, aux personnes autistes. Parce que la surstimulation, les bruits, les odeurs, la peur des voitures, des vélos, le milieu urbain en fait représente un vrai défi pour ces personnes neuroatypiques. Le projet Autisensité, porté par une équipe de recherche du CNRS et l'association Campus Urbain, mène donc des marches sensorielles pour observer et mieux comprendre les mini-agressions, mais aussi les lieux d'apaisement de nos villes pour ces personnes neuroatypiques. On écoute le reportage. Marie Pierron, je suis ingénieure de recherche en neurosciences au CNRS et je suis présidente de l'association Campus Urbain. On est aujourd'hui pour le projet Autisensité, c'est un projet de recherche participative qui associe à la fois des chercheurs, mais aussi des personnes autistes et des collectivités territoriales. Et ce projet, il est financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre de l'appel à projet Ambition innovante. Il va durer 2 ans. Emma Desvalois, directrice de l'association Campus Urbain Grand Orly-Seine-Bièvre. Alors aujourd'hui, nous avons effectué une marche sensorielle avec plusieurs personnes autistes et 2 éducateurs. Nous étions une équipe de 4 pour pouvoir filmer et analyser un maximum d'éléments comportementaux des personnes durant la marche. Donc une marche qui s'est faite dans un milieu urbain. On est aujourd'hui à Grandchamp-les-Fontaines, à côté d'un foyer d'accueil médicalisé qui accueille des personnes adultes autistes. Et l'idée, c'était qu'on leur propose une balade sur un chemin qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Puis on a regardé l'impact de l'environnement urbain, l'impact du bruit, l'impact des informations olfactives. Par exemple, en ce moment, c'est le printemps, on sent beaucoup le lilas, la glycine. Et dans plusieurs marches sensorielles qu'on a fait, on s'est rendu compte que ces odeurs-là, eh bien, elles avaient un impact sur le comportement des personnes autistes. Et cet impact, il peut prendre des formes différentes suivant chaque personne, parce que une des particularités dans l'autisme, c'est que finalement, on ne réagit pas tous pareil. Et donc là justement, eh bien, ça nous permet de voir, de quantifier, d'objectiver les difficultés qui nous ont été rapportées à la fois par des personnes autistes dans le cadre d'entretiens semi-structurés et des professionnels qui accompagnent au quotidien des personnes autistes. Alors Manon Toutain, post-doctorante à l'INCC de l'Université de Paris-Cité. J'ai un bagage en éthologie. L'éthologie, qu'est-ce que c'est ? C'est la science du comportement. Ce qui permet de s'affranchir du verbal, c'est pour traduire les comportements en chiffres et faire parler les chiffres pour mieux expliquer qu'est-ce qui se passe lors d'un déplacement urbain, qu'est-ce qui peut poser problème et faire vraiment le lien entre les stimulations sensorielles, le comportement des personnes sous forme de chiffres et de manière scientifique. Alors dans cette balade, moi j'ai vu aussi le moment où on s'est approché d'une aire de jeu pour enfants. En fait, il y a eu plutôt au niveau des vocalisations des éléments et puis des regards. Donc ça, je dirais que c'est les choses qu'on a pu observer grossièrement pendant la marche. Parce que les balades sont filmées, effectivement. Elles sont filmées avec un protocole très précis qui nous permet vraiment d'avoir toutes les informations de face, de dos, etc. Et du coup, de bien visualiser les difficultés en termes comportementaux. Là, maintenant, il faudrait qu'il y ait une analyse fine qui soit réalisée par Manon Toutain, qui est une jeune chercheuse en éthologie. C'est beaucoup trop tôt pour vous dire exactement qu'est-ce que j'ai vu. Et c'est tellement subtil, c'est pour ça que la vidéo permet vraiment de revisionner, d'être précis. Que là, on était en train de filmer, il y avait beaucoup de stimulation, il fallait faire attention à la route, etc. Donc là, je ne peux pas m'avancer trop, mais comme le disait Marie, effectivement, il y a déjà quelques éléments qui peuvent ressortir au niveau des largeurs de trottoir ou des choses comme ça qui peuvent aider au mieux-être. Donc là, on se trouve sur un trottoir qui est relativement intéressant parce qu'il est large. Et effectivement, ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important parce que ça permet de se croiser sans trop de difficultés. Ça permet de ne pas se retrouver sur la chaussée. Donc c'est plutôt très positif. Par contre, il y a quand même un élément sur lequel je reviendrai, c'est le fait qu'il est clair. Et donc, dans une situation ensoleillée, il peut être éblouissant. Et en cas de photosensibilité, effectivement, c'est gênant.
Je sais aussi que lié au réchauffement climatique, on essaye de mettre des revêtements plus clairs. Mais je pense qu'il y a une adaptation. Je dirais qu'il faut réussir à la fois avoir des aménagements qui correspondent en termes de changement climatique, mais aussi en termes d'inclusion. Et je pense que les deux ne sont pas incompatibles, notamment l'ombrage formé par la végétation. Ça pourrait être une réponse. Alors, Campus Urbain est une association qui a pour but d'être facilitateur de liens, notamment entre les collectivités territoriales, donc les villes, les territoires, et le monde scientifique de la recherche. Et nous, notre but, c'est que cette recherche serve à faire des micro-aménagements dans les villes de façon très concrète. On est d'ailleurs déjà sur des projets de réaménagement actuellement. Et donc nous, on va pouvoir apporter un kit de préconisation qui est accessible à tout le monde, sur notamment la construction des passages piétons, des trottoirs, des pistes cyclables, des espaces calmes, parce que comme a parlé Marie, la nature et les espaces calmes sont des repos sensoriels pour ces personnes-là et nécessaires sur leur trajet urbain. Oui, en fait, le but d'Autisensité, c'est d'essayer d'apporter des éléments simples de micro-aménagement urbain, mais vraiment l'idée, c'est que ce soit des modifications très légères pour qu'elles soient diffusables au maximum. Si on propose des aménagements immédiatement à des centaines de milliers d'euros, le moindre petit aménagement, il est évident que ça ne diffusera pas. Et nous, on souhaite que ce soit diffusé parce que la marche est le mode de déplacement le plus utilisé par les personnes autistes. C'est ce qui a montré nos entretiens semi-structurés. Donc c'est vraiment très important que la ville leur soit accessible. C'était donc un reportage sur le projet Autisensité. Nous sommes de retour en plateau avec Sophie Eberhardt, enseignante-chercheuse au City Design Lab de l'école de design de Nantes-Atlantique. Alors, on a parlé de plein de discriminations, hélas, il y en a tellement. Et là, on parle de neuroatypisme, d'adapter les villes aux personnes autistes. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous pouvez déjà prendre en compte ou c'est encore quelque chose de nouveau qu'il faudrait adapter ? Voilà. Il y a effectivement, il y a une étudiante en particulier qui, dans le cadre de son projet de fin d'études, son PFE, s'est posé la question de l'inclusivité des centres commerciaux, en particulier à destination des personnes autistes. Donc il y a les projets collectifs que je mentionnais, mais il y a aussi les projets de fin d'études individuels de nos étudiants qui choisissent aussi leurs problématiques, les enjeux qu'ils traitent. Et ça y figure aussi, ce qui est une très bonne manière aussi de se positionner en tant que designer, de devenir expert aussi de sujet et demain d'entrer dans le marché du travail avec cette expertise-là. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. Une petite question pour conclure. Votre ville idéale, si comme dans les Sims, vous pouvez la construire de bout en bout, choisir le design urbain, choisir les emplacements, choisir qui y va, comment vous la visualiseriez ? Allez-y. Alors, j'ai beaucoup joué à ce jeu d'ailleurs, mais effectivement, après, dans la pratique, je me suis rendu compte que c'était bien plus complexe, effectivement, dans la réalité. Mais peut-être un élément de réponse, c'est celui que j'avais commencé à évoquer sur la manière dont on va inclure et faire participer, impliquer toutes les parties prenantes. Il y a un projet là qu'on va initier avec Nantes Métropole sur une stratégie territoriale low-tech. Alors là-dedans, ça questionne aussi le rôle des citoyens et je serais assez d'avis de chercher à explorer la question des rôles au-delà de la livraison, effectivement, des lieux à transformer. Parce que, évidemment, il y a la notion de rendre aussi accessible, utile, sobre ces espaces-là. Et pour cela, ça demande aussi de se questionner sur les rôles, de nouvelles formes de gouvernance, peut-être aussi des espaces publics, du bâti, en fait, globalement. Et d'impliquer non seulement les citoyens sur venez, on fait 4 heures d'atelier, et puis on va réfléchir à ce que vous voulez, on va essayer de le mettre dans le menu de nos réalisations, mais c'est aller au-delà et puis chercher à comprendre comment les citoyens, les habitants peuvent faire projet au-delà même après de la livraison et d'anticiper en fait cette question-là au moment de la conception, ce qui est une énorme gageure, mais voilà, ma ville de demain, elle permet de réfléchir à d'autres formes de gouvernance aussi. Ouais. Donc une partie de Sims avec tous les citoyens et citoyennes du quartier, du lieu, de la ville en question, tout le monde ensemble
à designer sa ville. Voilà. J'aime bien cette conclusion. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci, bravo vraiment pour la qualité de cette émission. Je tiens à le souligner, c'est magnifique. Donc vive votre radio et puis on espère que vous pourrez poursuivre longtemps. Avec grand plaisir et vive le Labo des Savoirs, chers auditeurs. Si vous aimez, n'hésitez pas à nous écouter sur toutes nos plateformes de podcast. Merci à Sophie Eberhardt, directrice du City Design Lab de l'école de design de Nantes-Atlantique, d'avoir répondu à mes questions. Merci également à Marie Pierron, Manon Toutain et Emma Desvalois pour leur accueil et leur témoignage sur le projet Outils sans cité. Merci également à Julie pour sa chronique. Cette émission a été réalisée par Sophie Potvin. Vous pouvez l'écouter sur vos applications de podcast, on l'a dit, mais aussi sur le labodessavoirs.fr. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.